courir après des souvenirs, courir après des images qui nous habitent. Avec les virées cinéma, nous partons à la recherche de lieux de tournage à travers le monde pour comprendre comment les cinéastes nous ont fait rêver avec. Des lieux qui sont souvent différents de ce qu'on a vu à l'écran. Parce qu'un film, ça triche avant tout avec l'espace, ça triche avec la lumière, ça triche avec nos yeux. Et soudain, Malte. Archipel planté en plein milieu de la Méditerranée, Malte fait partie de ces quelques lieux qui ont hérité du surnom de Mini Hollywood. Un surnom passe-partout, affublé à n'importe quelle région un peu exotique, qui a tendance à attirer des films à grand spectacle. Mais force est de constater que depuis une vingtaine d'années, et plus précisément la sortie d'un certain Gladiator, quelque chose d'assez spécial est en train de se passer ici. Malte reste assez mal connu du grand public, mais son aura de cinéma est devenue étrangement familière. Une aura dorée. Une aura chargée d'une ancienneté mystérieuse. Parfaite pour les films mythologiques, donc c'est pas toi qui dira le contraire. Mais une aura derrière laquelle, vous allez le voir, se cache beaucoup plus. Pas uniquement des Twitchers. Nous nous trouvons actuellement à Fort Manuel. Ce fort a été bâti au XVIIIe siècle par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui contrôlaient alors l'île, et il se trouve juste au nord de La Valette, la capitale du pays. Et avant d'aller plus loin, petit conseil, habituez-vous au fort, c'est la spécialité locale. Alors déjà, cet angle, vous le reconnaissez ? Oui, abattant tout de suite la carte Game of Thrones, beaucoup de scènes de la saison 1 qui se passent à Port-Réal, la capitale des 7 royaumes, ont été tournées ici, dont la célèbre scène de la mise à mort de Ned Stark. Jusqu'ici, rien de vraiment surprenant, Game of Thrones a décidément marqué son territoire un peu partout en Europe comme un chien fou. Mais, plaçons la caméra au milieu du parvis du fort. Vous êtes prêts ? Alors forcément, ce genre de lieu visuellement très marqué a tendance à accueillir pas mal de tournages. Mais là, les 4 œuvres qu'on vient de mentionner ne pourraient pas être plus différentes les unes des autres. Une série de fantasy donc, Game of Thrones, mais aussi Hellboats, l'histoire d'un officier américain pendant la Seconde Guerre mondiale qui est affecté à Malte. 7 séquences d'Assassin's Creed, film à mi-chemin entre la science-fiction, la fantasy et les galipettes. Et enfin la récente série Fondation, adaptée des romans de science-fiction d'Isaac Asimov, qui a tourné à Fort Manuel, toutes les scènes se déroulant sur la lointaine Lune Vierge, et plus précisément dans ce palais, le siège de la religion luministe. Alors, sur les plans larges, on voit direct ce qui a été ajouté numériquement, histoire de rendre le bâtiment vertigineux. En gros, l'entrée du palais et tout ce qui se trouve au-dessus des 2 premiers étages. Le côté sud, lui, a été filmé tel quel, assez épuré, histoire de contraster avec l'opulence numérique du reste, et redonner de l'espérance de vie aux infographistes aussi. Non mais quand je vois ce plan-là, j'entends leurs estomacs se dénouer, littéralement. Et enfin, derrière ces personnages, dans l'angle inverse, absolument tout a été remplacé. Dans la série, c'est une désolation aride. Et en vrai, c'est la mer, le port de la Valette et le bruit constant de la ville. Bref, Fort Manuel est totalement transformé, tout en restant totalement reconnaissable. C'est un paradoxe assez étrange, et c'est un paradoxe qu'on va beaucoup retrouver à Malte. Et c'est la même chose pour les autres œuvres tournées ici. Des choses qui n'ont strictement rien à voir entre elles, sans quasiment modifier pourtant la sève du lieu. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette architecture ? Il faut savoir qu'au cours de son histoire, Malte est passé entre pas mal de mains. Phéniciens, Grecs, Carthaginois, Romains, Vandales, Ostrogoths, Byzantins, Arabes, Berbères, Normands, Siciliens, ordre militaire de Saint-Jean de Jérusalem donc, Français, Britanniques, bref, un millefeuille culturel à mi-chemin entre l'Europe et l'Orient. Et fatalement, ça laisse quelques traces. His name is Vincent Clapp. I just never get tired of it. He's just clapping. Really? Yeah, it's his actual name. My name is Joseph Formazarandon. I've been in this industry for about 22 years, I think now. And I've been very lucky to have been involved in most of the big productions that have happened on the island.
Architecturally, we have had so many different influences on the island, so that if you look around and you have a bit of a vision, you can double for most places: Middle East, North Africa, Southern Europe, Rome. We can even find small areas of Paris if you kind of close one eye and we don't have scale sometimes. We don't have, like miles and miles of beaches because the whole island is small. But very often they look at these locations and they fall in love with them. They also want to change most of them, but yes, and add this and add that and change this. But no, I understand why a lot of productions shoot here. It gives them possibilities. It gives them, sort of on one small island, the possibility to shoot 9 different countries, or kind of making the production cost effective and still visually stunning. Ouais, c'est vraiment l'exotisme à portée de main, quoi, en fait. Le plan, on peut y projeter l'ambiance, en fait, qu'on a envie. Et il suffit de changer 3 trucs, et ne serait-ce que je pense dans la colorimétrie du plan, et voilà, on peut voyager en 1 seconde, et c'est ça qui est intéressant, quoi. Bon, on va pas vous lister tous les pays joués par Malte, hein, mais à ce niveau, le record est sûrement détenu par Munich de Steven Spielberg, un film qui relate une opération secrète du Mossad dans les années 70. Malte y joue pas moins de 6 territoires différents. La Grèce, le Liban, Chypre, Israël, l'Italie et la Cisjordanie. Et tout ça, c'est pas en studio, hein, en extérieur, bien sûr. Alors que je le rappelle quand même, si on tend bien les bras, on peut toucher les côtes est et ouest de l'île en même temps. Steve, shut up. You have to have a bit of a vision, if a designer or a director is looking for something particular, which we don't have exactly that, you come up with options. And that's what we do. We come up with options, suggestions. Sometimes it goes well, sometimes it doesn't. And if they want, sort of downtown New York with skyscrapers, then it gets a bit difficult. But we sometimes get requests, for strange things, and we say, you're in the wrong country. On this particular project I'm working on now, we have snow, which we've never actually created before on a large scale. We have a huge area that's going to be covered in snow. So how do you do it? There's a special company coming in with all their equipment. So I'm very excited about that because I've done most things, but we've never had a location covered in snow. So that's going to be fun. Avec mes complices Vincent et Jade, on s'est beaucoup amusé à retrouver certains lieux de tournage de Munich. Et notamment le British Hotel dans la Valette, où a été tournée cette séquence de fusillade. Munich. Fils unique. Voilà, on peut voir tout de suite que niveau lumière, c'est pas la même tambouille. C'est pas la même équipe. À quel moment ils disent, putain, par rapport à cette scène, je vois bien cet endroit. Là, y a rien de particulier, c'est comme si on arrivait dans une rue d'Avignon et qu'on se disait, bah tiens, là, je verrais bien ce truc. Et à quel moment ils font ce choix, quoi. Ça nous semble beau parce que le film est juste, la cinématographie est belle, quoi. Ouais. Mais dans le contexte du film, on est justement sur de la normalité. Ouais. Et la fusillade qui suit est complètement, comme on disait, assez rugueuse, assez bordélique, Ouais. assez réaliste. Au final, ce qui me frappe vraiment, c'est ce qu'on disait, quoi. La normalité du film, c'est pas notre normalité. Il s'agit d'un véritable hôtel en activité. Donc si vous vous demandez pourquoi cette explosion dans le film est aussi faiblarde, c'est sûrement parce que le maître d'hôtel surveillait l'équipe pyrotechnique avec un taser. Mais le détail le plus étonnant concernant Munich, en fait on l'a retrouvé sur cette place de la Valette, le Republic Square, où se déroule cette scène de discussion dans le film, une scène censée être à Rome. Et l'architecture baroque de cette partie de la Valette est parfaite pour créer l'illusion. Quelques accessoires, quelques couleurs bien choisies, et le tour est joué. Sauf que... ceci, une statue de la reine Victoria qui date de l'occupation britannique. Pas exactement le truc le plus italien donc, et un truc qui est littéralement au milieu du cadre. Une statue qui n'a bizarrement pas du tout été camouflée pour la scène. Ça aurait été facile pourtant, hein. Mais apparemment Spielberg a déclaré que si les gens se focalisaient sur la statue et pas sur les personnages, c'est qu'il avait mal fait son job. Bon du coup, job à moitié réussi. I'm Chantal Bouzoutil and I've been working in the filming industry on and off for the past 21 years. In the makeup industry, makeup, a little bit of special effects. I suppose the limestone is what
vibrates the light back into the air together with the very blue of the Mediterranean. In fact, it's funny because I think that a lot of producers that come here once end up coming here at least another time because of that reason. The way the stone and the light and the sea work so well together. La lumière maltaise. Une lumière liée à un phénomène tout simple. L'île étant couverte de calcaire, la lumière prend facilement cette teinte mielleuse qui est propice à la nostalgie. Une lumière qui du coup en fin de journée donne une heure magique qui semble durer des plombes. Ce moment très spécial où les derniers rayons vibrent d'une beauté mélancolique particulière. Most of the DOPs I've worked with have been very excited by the light, and if they could, they would shoot the whole movie in like the 1 hour or that they have as golden hour, you know. And actually, I worked on a Terrence Malick movie 3 years ago. The one that's coming out now, because it takes 3 years of editing apparently to do something. And if it was up to him, he would have shot the whole movie in less than 1 hour a day when the light was perfect, you know. Oh, that sounds like Terrence Malick. Yes. Very nice guy as well. Very. Et cette lumière, le grand public l'a découverte avec la sortie de Gladiator en 2000, qui a tourné ici beaucoup de ses scènes romaines. Le plus gros du tournage maltais de Gladiator a été réalisé au fort Ricasoli. Un lieu très proche de la Valette qui a été bâti au XVIIe siècle par nos amis les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean. Oui, toujours eux. Assez abîmé au fil des guerres, le fort possède une patine vraiment particulière qui brouille parfois le ressenti entre décor et bâtiments historiques. C'est incroyable parce que c'est tellement érodé que on dirait presque que c'est vraiment du faux, quoi, que c'est un décor, alors que pas du tout, c'est de la pierre. Tu fantasmes des trucs vrais comme étant faux, tu fantasmes du faux comme étant beaucoup plus vrai que ce à quoi tu pensais. Dans Gladiator, on reconnaît bien ses arches à plusieurs moments, mais surtout, c'est ici qu'a été construite la base du Colisée, qui a ensuite bien sûr été complétée numériquement. Have you ever seen anything like that before? Et ce lieu, on y trouve beaucoup d'espace, vraiment beaucoup. Alors ouais, ça laisse assez de place pour y mettre un Colisée, mais à certains endroits, ça le fait passer pour un pauvre terrain vague, ce qui est assez dommage. Pourtant, le fort a un potentiel dingue, et c'est d'ailleurs aussi là que la ville de Troie a été reconstituée, littéralement à 200 mètres des anciens décors de Gladiator. Bon, apparemment le projet est d'aménager le fort d'une façon assez proche des mythiques studios Cinecittà à Rome, ce qui semble assez logique et approprié. Et au moment de notre visite, d'ailleurs, des marquages au sol étaient posés pour accueillir le futur décor du Napoléon de Ridley Scott, qui décidément se plaît ici. Donc tu me proposais en fait de discrètement déplacer les briques. Voilà, on décale tout de 2 ou 3 mètres, histoire de péter le budget, comme ça. Et quand on entendra que le décor s'est écroulé, on pourra faire. Voilà. Alors, Malte ayant été sous domination anglo-saxonne jusqu'en 64, du coup à l'écran, le pays a longtemps été associé à 2 choses uniquement. Guerre mondiale et Empire britannique. Vraiment pile ou face. Dans les années 80, par contre, un mouvement s'est amorcé, avec plus de productions diversifiées qui se sont mises à venir y tourner. Mais c'est bien le succès de Gladiator qui va marquer un tournant et attirer beaucoup plus d'attention sur le pays. La commission du film de Malte, qui a pour rôle de développer l'industrie du ciné, a d'ailleurs été créée pile poil en 2000, au moment de la sortie de Gladiator, pour battre le fer tant qu'il était chaud. My name is Mark Donnell. I am a local filmmaker. I began doing television series, but in 2013 I did my first feature film, and in 2017 I did my second feature film. Sometimes when you have unstable natural light, we get that obviously, but usually we don't. Usually we will know that we will have a good 8 hours of good sunlight, direct coming from, I mean the sun will move, but we will know that from this angle we will have good 8 hours of good light. If we need to film without lights, like maybe more or less what you are doing here, it's not a massive problem for us. We just diffuse or we bounce. We can work with diffusion and with bounce without having to bring the large HMIs. We do that as well. Because obviously, you know, as a filmmaker, we have to work around the clock. If you're filming for 12 or 18 hours, you cannot rely on the natural sun. But we are lucky. Most places do have lots of direct sunlight, you know, the available light here is fantastic. So if it's special, I'm happy. But it's what we're used to. I mean, I don't see it as special. It can cause problems like it's doing today. Gladiator est un bon exemple d'une lumière qui raconte subtilement quelque chose.
Dans la première partie du film, les séquences qui se déroulent dans l'arène de province de Proximo, qui ont été tournées au Maroc, sont écrasées par le même type de cagnard qu'à Rome. Mais la roche leur donne une teinte assez ocre, plus rougeâtre. C'est littéralement l'enfer pour Maximus, le sang et la boue dont il va devoir s'extraire. Dans les séquences romaines, par contre, la pierre maltaise tire l'atmosphère vers quelque chose de plus jaune et surtout de plus éthéré, ce qui fait bien ressentir le changement de région, déjà, mais aussi et surtout la grandeur sophistiquée de Rome. On est beaucoup moins dans la passion affichée. Ici, les vraies batailles se jouent en feutré. Win the crowd. It has always worked hand in hand with the tourism industry here. It has always, since I remember when I first came here to Malta, it was for Popeye, for example. People who didn't know about Malta, they knew about the movie, and it has kept going the same way. I mean, not everybody knows about Malta. We're such a small country, but this puts us right in the map of people who know movies, and of people who like movies, of people who like television, especially like programs like Game of Thrones. You know, we actually are trying to put Malta and the film industry as a film tourist hub. You know, tourists come especially to watch where Gladiator was made or where they filmed Game of Thrones and such, and it's quite successful, especially the Popeye Village story. Voici le village Popeye, qui se trouve au nord de l'île principale. C'est un décor qui a été construit en 1979 pour y tourner l'adaptation ciné du personnage, réalisée par Robert Altman. Un film sorti en 80 qui est absolument étrange. Pas assez drôle, pas assez cartoonesque, pas assez réaliste, pas assez dramatique, pas assez absurde. Un film qui est assez rien. Et pourtant, il a une atmosphère curieuse, assez unique, qui marque, en plus d'être le premier grand rôle au cinéma de Robin Williams. Et bon, généralement, les décors sont détruits après les tournages. Mais celui-ci, bizarrement, a été conservé et converti en une sorte de parc d'attractions dans les années 90. Donc on va pas se mentir, le lieu a vraiment tout pour être embarrassant. Putain, mais vraiment, ça défonce. C'est une super surprise. Quand on se rend sur des lieux de tournage dans les virées, on a souvent envie de recréer des plans sur place, recréer exactement le même plan, avec la même focale, le même truc, justement pour comparer ou pour exprès galérer en fait, et montrer à quel point tu as toujours besoin de tricher plus ou moins. Là on se retrouve un peu con parce qu'on n'a pas envie de recréer spécialement des plans, autre que juste pour le kiff. Mais recréer ces plans, ce sera pas super intéressant, parce que ils sont faits de manière assez vraiment... ils sont faits frontalement, sans utiliser de focale bizarre, sans utiliser d'angle bizarre, ils sont ce qu'ils sont. C'est entretenu, c'est repeint, c'est rendu accessible au grand public pour que ça soit quelque chose d'assez fun à faire, mais ils trichent pas trop avec le ressenti qu'on avait dans le film, quoi. C'est pas super touristique, c'est pas ultra pétant, ultra un petit peu putassier, c'est exactement ce que tu attendrais d'un village de Popeye, cinématographiquement, quoi. Quand le set design est bien, t'as pas besoin de tricher. T'as vu, les maisons sont toujours très légèrement inclinées. Elles sont construites de traviole. Ils ont vraiment, dans le set design, fait jouer le truc cartoonesque jusqu'au bout. Le village Popeye est devenu l'emblème de cinéma le plus célèbre à Malte. Et paradoxalement, on le doit à une production étrangère. The Maltese film industry it's like a coin with two heads. We have the indigenous film industry, it's what we locals do, and Malta is more famous as a service provider. So when you talk about the Malta film industry, you have to be sure what you're talking about. It's a famous island for very famous films. But for us locals, it's still quite a very small industry. We do less than micro-budget films. I mean, a micro-budget film would be 1 million something. We do half of that and even less. Malte est avant tout une industrie cinéma, de service. C'est exact. Well, I'm Nino Bonello. I do production design mostly and art direction. Being a service industry, we worked with lots of nationalities. Crews, different crews, come over to Malta. Our crew work with these crews
They're always rubbing shoulders against each other, working together. And the Maltese, being what they are, they manage to grab knowledge from all these crews. A lot of Maltese people are very experienced with the work that goes and that is involved in the filming industry, and they've always worked for foreign productions because obviously the funds are greater. Lorsque Malte a pris son indépendance en 64, ça a pas traîné. Elle a tout de suite créé ses propres studios de cinéma, à peine 20 minutes en voiture de La Valette. Des studios qui sont depuis devenus mondialement connus pour leur bassin. Parce que oui, trimballer une équipe de tournage en pleine mer n'étant pas la chose la plus pratique, l'idée c'est évidemment de tourner là où on peut contrôler un minimum les choses. Du coup, ça, ou bien ça, ou encore ça. Pourquoi tu es parti? Tu vas pas arrêter de me faire casser les oreilles là. Ça a été tourné dans des bassins, en l'occurrence ceux des studios à Malte. Et ça aussi. Je vous en supplie, matez ce nanar. Grosso modo, il y a deux bassins. Le très grand d'abord, utilisé surtout pour les scènes sous-marines, et qui, même vide, fait son petit effet. Et aussi on a le shallow tank, c'est-à-dire le petit bassin qui fait 2 mètres de profondeur et qui permet de réaliser tout un tas d'effets. Vagues, pluie, tempêtes, orages, explosions, etc. Récemment d'ailleurs, la série Fondation y a notamment tourné les séquences sur la planète Synax, recouverte d'eau. Voilà, là il y a juste 2 mètres de profondeur. Quand il est rempli au maximum face à la mer, le petit bassin peut donner la sensation d'un horizon infini. Et parfois, l'illusion est loupée. Voilà, dans Eric le Viking par exemple, ça c'est le bord du bassin. De rien. L'avantage avec ces bassins, c'est que l'eau de mer est à volonté, bien sûr. Et la seule chose qui coûte vraiment, c'est l'essence pour actionner les pompes. Et ce qui coûte moins par contre, c'est l'argent investi dans le cinéma local. Again, and this may sound stupid, but it has to do with money. Because they can pay. For me, I cannot pay. I cannot pay to film in a palace for a whole week. So I try to get it either for free or find somewhere similar, or film just for a day and fake the rest. But for foreigners, no. Foreigners, so most locations, most of the top locations here, especially the interiors, they tend to favor the foreign productions more than us, for obvious reasons. Again, I wouldn't necessarily blame them, but that's the situation, sure. It is very slowly becoming, hopefully at least, an industry, because a lot of effort is being done to produce our own product. But that is, I think, still in the making. It has always been blooming step by step, because ever since the Malta Film Commission had been established, it encourages filmmakers, it encourages people who write, it encourages actors, and it encourages everyone, because they can get help finally. They don't have to do it all by themselves as they used to back. Way back. Especially in the last 8-9 years, it has grown very exponentially. And we are keeping our fingers crossed it will keep growing as long as we're still alive. Les films maltais, forcément, portent un regard sur les lieux qui est très différent d'un regard étranger. Bon, passons sur les films urbains à l'eau de rose. You know I'd be here. I microchipped you when we were dating. Mais quand on voit par exemple un film comme Of Time and the Sea, sorti en 2018, l'histoire d'un vieil homme atteint de démence qui se rêve roi dans un monde imaginaire, les paysages maltais sont montrés de façon spectaculairement anti-spectaculaire. Il s'en dégage une sorte de puissance solennelle, contenue, tout en plan fixe fascinant, qui n'essaie pas de bander les muscles avec de l'exotisme facile. When especially directors of photography come just to look at the locations, they see it from a completely different eye. They see something that it's always there, it always has been there for you. Us as Maltese, we have to train ourselves to look at this part of the building and say this could be a film set. For foreigners, it's easier, it's much easier, because of the familiarity. The foreign filmmaker coming to Malta, knowing that he has the script in mind and the situation in mind, particularly if he's the director. So he knows even the way he wants to look at it, the way he wants to frame it. He's seeing that location, which we see as a normal square here, he's seeing it differently, because he is seeing it, apart from seeing it with a fresh eye, as you say,
but he's seeing it through the eyes of what he wants to achieve. He might be seeing things which we will never see because we are seeing them all the time. Cela dit, Very often they do fall in love with the same places. Valletta and Mdina are the two main places that get picked because they're so iconic. And a lot of the productions that come here tend to go to Mdina and Valletta, which sometimes is a bit difficult for the residents because they say, oh, should be another film. But we do try and find sort of slightly off the beaten track locations. One, it's easier for us because the residents are usually a bit more open, and happy to see you. And two, it's showing something on screen that perhaps hasn't been seen before. But really, it's then down to the set deck and prop people and the production designer, because you can dress a place to look so different, from movie to movie, that you won't. And even with CGI now, I mean, on Foundation, which I was talking about, they took a dilapidated hotel and made it look like another planet. So, everything's possible now. You can augment, with green screens, blue screens, whatever. You can change the environment around you. entre le regard maltais et le regard étranger, le grand écart est donc parfois impressionnant. Et au milieu, on a un lieu comme le fort Saint-Elmo. Ce fort, situé à La Valette, qui a été construit au XVIe siècle par devinez qui, et qui, comme ses petits copains, a été ravagé et reconstruit plusieurs fois au fil du temps, a accueilli beaucoup de tournages. La partie supérieure, qui est la mieux restaurée, a notamment abrité 7 scènes du crime de l'Orient Express, juste après la résolution, par Hercule Poirot, d'un crime à Jérusalem. Et si vous vous demandez pourquoi Kenneth Branagh ne filme jamais dans l'axe inverse, c'est parce que derrière, il y a ça. 2 Français avec une caméra. I use the famous Belgian detector Hercule Poirot. Yes, I am sure. I'm totally sure. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est la partie inférieure du fort. Une partie laissée à l'abandon, ce qui lui donne une atmosphère unique. Pour les Maltais, c'est juste un lieu décrépit. Pour les étrangers, par contre, c'est le lieu star. Une sorte de squat épique, qui porte la saveur des films qui y sont passés. On peut le voir dans 13 Hours de Michael Bay, où il joue la Libye. On peut le voir dans cette séquence de Chaos de World War Z, où il incarne un bout de Jérusalem infesté de zombies. On peut le voir dans le crime de l'Orient Express encore, où il n'apparaît pas, en fait. Ils ont placé le mur d'élémentation juste devant, mais on reconnaît bien la petite descente qui mène, juste là. Mais surtout, le fort Saint-Elmo joue la fameuse prison turque de Midnight Express, d'Alan Parker. Un enfer dans lequel un jeune américain se retrouve après avoir tenté de quitter le pays en transportant de la drogue. Ce qu'il faut, c'est que les set designers se réapproprient le lieu, forcément ils l'adaptent à tous les films, mais ils gardent ce côté complètement pété, avec les espèces de tentures qui volent dans le vent. Enfin, c'est fou à quel point d'un film à l'autre, il est tout le temps renouvelé, tout en restant exactement le même. Cette partie du fort étant assez enclavée, elle donne bien la sensation d'enfermement que Midnight Express recherche. Mais le lieu, par son aspect inhabituel et le fait que, bon, mine de rien, ça y circule beaucoup, donne à la prison une atmosphère presque onirique, à la fois fermée et ouverte. Les personnages ont l'air d'être prisonniers autant physiquement que mentalement, ce qui fait bien peser le poids du système qui casse moralement les individus. Effet assez rigolo, Jean-Pierre Borg de la commission du film nous a expliqué que lorsqu'ils font visiter les lieux maltais à des productions étrangères en repérage, ils s'arrangent toujours pour montrer Fort Saint-Elmo en dernier, sinon les gars ont tendance à flasher directement dessus et à ne rien vouloir voir d'autre derrière. Vous savez, on n'est pas compliqué. Donnez-nous de la caillasse et de la rouille, et on est content. Nous sommes à la fin de la première saison de Game of Thrones. Khal Drogo, qui s'est pris un coup de lame empoisonnée, s'effondre de son cheval. Cette scène, qui se déroule au milieu d'une étendue aride, a été tournée aux falaises de Taleb, à 100 mètres à peine d'ailleurs du lieu où Daenerys sort intacte du feu à la fin du dernier épisode. Littéralement 100 mètres. Et les falaises de Taleb donc, désolé encore pour la prononciation, sont des falaises qui en vrai surplombent la mer, bien sûr. Vous la voyez, la mer là ? Une énorme étendue d'eau a donc été transformée numériquement en plaine.
Ça paraît absurde. Vous n'allez pas me dire qu'il n'existe pas de paysage plus adapté à portée de main dans d'autres pays européens, avec un environnement qui fonctionne directement pour la scène. Et il se trouve que tout ça, c'est une question qu'on se pose depuis le tout début des virées cinéma. Une question que vous vous êtes sûrement déjà posée aussi. Si une production va changer autant un paysage numériquement, pourquoi aller sur place? From what I understand, a real location, even if you augment it, still offers something more tangible on screen. You know, it's even for the cast. You know, they have their responses to something concrete. You know, a building, whatever, is different to playing to a green screen. And not all directors. Some directors are probably going to move to that. You know, when they do everything in a studio and just take plate shots and do that. But some directors prefer to have an actual location because of what they can get out of the cast, and it offers a certain concrete feeling to what's being filmed. À tout ça, on peut aussi ajouter le fait d'avoir une référence concrète pour les artistes qui devront ensuite créer des greffes numériques et qui ont besoin de se baser sur des textures réelles. Leur nature, la manière dont elles réfléchissent la lumière, et... ok. Sauf qu'une petite chose pèse dans la balance. L'argent. Ça coûte une blinde de déplacer toute une équipe à l'étranger. It depends on the director and what clout he has. If it's a director who gets his way, the studio has quite a battle. You know, because yes, nowadays budgets are the most important thing. You know, and they go to a country if they get a good rebate or whatever. But at the end of the day, the artistic input of the director and the production designer. Not always, but on many of the bigger productions, is still a big force that the studios have to deal with. Le truc, c'est que face à une scène comme celle aux falaises de Mtaleb, spontanément, on a tendance à se poser la question de pourquoi ils sont allés sur place, uniquement sous l'angle créatif, sans penser au contexte. Bien sûr, une production n'est jamais à l'abri de décisions stupides, bien au contraire même, mais il faut garder à l'esprit que tous les choix particuliers s'ancrent dans des choix de production plus globaux. Une prod ne va quasiment jamais quelque part pour un seul lieu. Mais une fois sur place, la démarche devient faire avec. Faire avec d'autres lieux pas parfaits pour le projet, mais super accessibles, qui fournissent une base correcte avec laquelle on va pouvoir tricher visuellement. Et là, soudainement, plein de nouvelles raisons d'aller sur place apparaissent. The facilities are good. It could be because of the crew is good. It could be because the financial incentives are good. It could be because filming at that location fits well in their program, in their shooting schedule. Today it's easier because with CGI, they can correct, they can enhance, and they can do anything. Et je pense qu'il y a une logique un peu comme ça aussi sur l'utilisation de ce lieu, qui est de se dire, on a ça, on pourrait faire cette scène ici, on pourrait faire cette scène-là, comme ça on a concentré le maximum de séquences utiles extérieures au même endroit, sans avoir à trop déplacer les gens, quoi. Voici Mdina, l'ancienne capitale de Malte. Un vrai pot-pourri d'architecture, néo-baroque, victorienne, sicilienne, ce qui a permis d'y tourner beaucoup de choses. Dans La Vengeance de Monte Cristo, par exemple, elle joue Rome, où se déroule un carnaval. Mais Mdina est surtout connue sous les traits de Port-Réal dans Game of Thrones. Oui, encore. C'est là, entre autres, que se déroule la fameuse scène de l'affrontement entre Ned Stark et Jaime Lannister. C'est une petite place, tout à fait sympathique. En même temps, c'est assez entouré pour à la fois avoir ce côté intimiste, mais dès que ça tourne mal, il y a ce côté oppressant, où littéralement, quand Jaime vient chercher Ned, il est encerclé. Il est encerclé par Jaime et ses hommes, il est encerclé par toutes ces murailles, toutes ces façades qui l'empêchent de partir. Donc il y a vraiment l'intimiste se mue en oppressant assez facilement. Du coup, c'est vraiment là, il n'y a pas besoin de changer ou de donner un feeling différent sur le lieu. On est vraiment sur juste un choix de lieu approprié. Et Mdina est littéralement à 10 minutes en voiture des falaises de Mtaleb. Les Dothraki se baladent à 10 minutes de Port-Réal. Et soudain, le choix de transformer la mer en plaine prend tout son sens. Crossing Malta from here in Valletta to Meleha, almost in Gozo by our sister island, you can do that in 35 minutes, and you have changed your landscape from city to complete countryside. For once, our size becomes an advantage.
Mais prenons un autre exemple. By the Sea est un film qu'Angelina Jolie et Brad Pitt ont tourné lors de leur voyage de noces sur l'île de Gozo. Pas superstitieux pour un sou, ils y jouent un couple en crise dans le sud de la France. Get off! Pourquoi pas? Et bon, même si Gozo est plus verte que l'île principale grâce à ses sols argileux, et l'illusion du sud de la France, comment dire? Juste non. Allez, pas bien là? Tellement non en fait que l'hôtel et le bar, qui sont les deux principaux lieux de l'intrigue, n'existent pas. L'hôtel a dû être entièrement construit en amont, puis détruit après le tournage, et le bar, c'est un petit resto maltais déguisé, dans lequel on retrouve d'ailleurs aujourd'hui pas mal d'accessoires du film. Ils ont l'air d'avoir plutôt bien vécu le tournage. Tu peux juste le prendre, s'il te plaît. J'ai joué. Tout ça donne des moments assez surréalistes, comme quand Brad Pitt regarde son faux hôtel depuis son faux bar, avec sa fausse moustache, je sais pas. Et éternelle question, pourquoi? Tout simplement, Malte proposait un crédit d'impôt super attractif. À l'époque, il était de 25%. Le film a coûté 10 millions, et il aurait coûté beaucoup plus cher en France. Bref, ne jamais oublier les explications les plus terre à terre. Là, par exemple, on va aller tourner ailleurs. A lot of people think that makeup always has to be bombastic and big and Simplest, yes, and now with HD, doing simple makeup that doesn't look like makeup is probably harder than anything else. I mean, HD picks up every pore on the skin. So lighting and grips are very important for us as well, the way light is reflected onto the face. And yes, when you're doing makeup for HD now, it's completely different to what makeup used to be 20 years ago or so many years ago. Theatre makeup would be similar to film makeup at some point in the past. Now that is completely different. It's very important to have intrinsic, very realistic makeup because HD will pick it up. In fact, when I watch a movie that is fantasy, I remove the 4K from TV and go on to film filter because it completely ruins the softness and fantasy, and you can step out of the real world for some time. So, yeah. Les changements les plus profonds sont quasi invisibles. Comme l'explique Chantal, l'évolution des caméras, par exemple, n'implique pas juste une image plus performante. Elle a un impact sur toute la chaîne créative et des manières de travailler. Volontairement ou non, les films sont des documents de leur époque, et en filigrane, ils dessinent une histoire des modes, des mœurs, une histoire des techniques, ils dessinent une histoire du monde, et de sa fragilité. Quand j'étais petit, j'étais émerveillé par le choc des Titans, celui de 81 si jamais. J'étais fasciné par le visuel de Persée brandissant la tête de Méduse, qui figurait dans l'un de mes livres sur la mythologie. Et ça a été, sans le savoir, ma façon de découvrir Malte. Il y a vraiment ce côté décor de cinéma en fait à tous les coins de rue quoi. Quand on fait les plans à chaque fois d'illustration, on se dit ah putain ça c'est chouette. Et comme tu dis, il y a de la patine à beaucoup d'endroits, c'est à cause de l'environnement marin, donc tout a cette usure sympathique qui donne du relief à l'image. Et il y a aussi en fait toute cette richesse architecturale, ce mélange en fait des différentes cultures en fait, qui fait qu'en fait on a toujours une teinte d'un exotique qu'on connaît un petit peu, qu'on retrouve, qui fait penser pour moi un coup à la Grèce, un coup au Maghreb et tout ça quoi. Cette formation rocheuse en particulier m'a marqué. Il s'agit d'Azure Window, qui se trouve sur l'île de Gozo, et à côté de laquelle Andromède va être sacrifié au Kraken. Une arche étrange qu'on retrouve dans d'autres œuvres, et notamment dans la saison 1 de Game of Thrones, décidément, quand les Dothraki célèbrent le mariage de leur Khal. Azure Window, c'est l'un des endroits les plus iconiques du pays. Azure Window s'est écroulé en 2017. Les experts pensaient qu'avec l'érosion, seule la partie supérieure finirait par s'écrouler, laissant ce fier pilier briller en solo. Mais au fil du temps, l'érosion a attaqué sévèrement la base, emmenant donc le pilier avec elle. Et entre le choc des Titans et Game of Thrones, donc en 30 ans,
eh ben on voit déjà clairement la partie supérieure s'amenuiser. It was a time bomb. And it was a matter of time before it would eventually collapse, and that's why they were doing their studies. Maybe they could find new techniques of saving it or prolonging its existence. And then on that fateful day, a local came here to take photographs of the storm. There was a major storm, and the Azure window wasn't here. As easy as that, I'm afraid. Fortunately, there was nobody on top when it collapsed. Fortunately, it happened during the night, and it was during a major storm. So the Azure window was difficult to traverse and risky even in good weather, let alone in a storm. So possibly that was one thing which saved, not having any accidents. Pour la petite histoire d'ailleurs, après la saison 1, Game of Thrones n'a jamais remis les pieds à Malte. Étrange, non? Eh bien, c'est parce qu'ils ont abîmé les sols à Azure Window, tout simplement. Et l'autorité qui donne les permis de tournage a collé une grosse amende à HBO. HBO qui a été piqué au vif, et voilà. Officiellement, les raisons avancées pour délaisser Malte sont assez différentes, mais... Unfortunately, we're losing a lot of locations to development. Like on the Count of Monte Cristo, we had Burgoo Creek, which was Marseille. And now it's full of super yachts. No movie would have the budget to move all those super yachts out, remove all the, the berthing. La localité de Birgou, juste à côté de la Valette, est en pleine gentrification depuis le début des années 2000. Vous voulez qu'on crapahute un tout petit peu par là pour... La Vengeance de Monte Cristo et L'île aux pirates de Rainier Harlin sont deux des derniers films à avoir capté son ancien visage. L'île aux pirates en particulier donne à Birgou un plutôt joli barreau d'honneur, en le faisant jouer un port jamaïcain et en y faisant se dérouler une bonne course-poursuite pyrotechnique des familles, à l'ancienne, pulp et excessive. Et c'est assez cocasse quand on y pense que ce soit un film de pirates qui s'empare des derniers moments dans le lieu, comme d'un butin arraché aux circonstances et aux compagnies d'assurance. Ce côté qu'on a vu à Azure Window et qu'on a vu à beaucoup d'autres endroits, cette pierre qui est très 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 érodée par les éléments, par le temps. Il y a presque cette sensation à plein d'endroits, ça se crée ce truc très lunaire, mais que l'île s'effrite petit à petit, qu'elle va se réduire, qu'elle s'effrite de plus en plus partout. Tout ça disparaîtra un jour. Les lieux, les films, leur mémoire. Et on parcourt, on réinvente, on fantasme, créant toutes sortes de déclinaisons des endroits en les filmant, comme un dérisoire pied de nez au temps. Il n'existe pas une Azure Window, il en existe autant que d'histoires qui l'utilisent. Et nous voilà à essayer de repousser le moment de l'oubli. Encore et toujours, cette ironie. Vouloir saisir l'essence des lieux en trichant avec. I mean, as I always say, after all, if it cheats the eye, you've done it. It's all about cheating. It's all about cheating. Our profession is cheating the eye. Yeah. So Thank you very much. You're welcome. Cheers. J'ai pris un aile simple, quitté cette vieille ville remplie d'histoire, mais à bout d'énergie. Des regrets? Well, thank you very much. Se laisser aller à ce sentiment de confiance et de bien-être. Chacun a sa vérité en soi, chacun a ses propres montagnes à gravir, ses propres mystères à élucider. Okay. Thank you. Aye, aye. It's a wrap.